Donc on nous a demandé, on nous a proposé d'intervenir sur l'accompagnement des parents et de l'enfant sous ECMO. Moi, je vais parler de l'accompagnement des parents et Cathy, par la suite... L'accompagnement des adolescents, notamment au réveil de la mise sous ECMO. Voilà. On va juste attendre un peu, c'est pas le bon topo qui défile. Ok. Et après, il doit y avoir l'alarme incendie, comme ce matin, qui se déclenche. Ouais. Ouais, bien. On voit bien d'ici. Donc là, notre présentation, elle va être séparée. C'est très souvent une façon de travailler qu'on a dans le service. Moi, je peux accompagner régulièrement les parents et Cathy, l'adolescent, au réveil et vice-versa. On ne prend pas forcément en charge toute la famille pour des raisons organisationnelles, mais aussi cliniques. C'est-à-dire que ça peut être aussi assez apaisant pour nous de ne pas être, quand on s'occupe de l'ado, embarrassé un peu parce que vivent les parents, et à l'inverse, quand on s'occupe des parents, de ne pas être embarrassé parce que vit l'ado. Donc pour nous, c'est assez confortable. On a expérimenté ça un peu, je vous dis, d'un point de vue organisationnel dans un premier temps, et puis ça nous a paru plutôt pas mal. D'avoir ce double regard, justement, qui est très intéressant, je trouve. Bon, alors là, je vais vous parler du vécu, alors assez rapidement, et de l'accompagnement, c'est-à-dire ce qu'on peut faire avec les parents quand il y a un enfant qui est sous ECMO. Comment j'avance le boîtier noir. Le boîtier noir. Ok. Ok, alors quand on accueille les parents, naturellement, l'annonce va être faite de la mise sous ECMO dans un contexte d'urgence et donc inévitablement associé à un enjeu de vie et de mort. Et aussi, immédiatement, les parents vont avoir la représentation possible de la mort de leur enfant. Donc il faut bien déjà avoir un petit peu en tête cette première question, qu'il va falloir pouvoir supporter cette idée que son enfant peut mourir. Donc cette annonce inévitablement violente, même si elle est faite c'est l'annonce qui fait violence, c'est pas forcément la manière dont elle va être faite, va faire effraction dans le psychisme des parents. Effraction, c'est-à-dire qu'il va y avoir un arrêt de la vie psychique. C'est-à-dire que sous ECMO, il y a un arrêt de certaines fonctions vitales, et quand on a une annonce comme ça extrêmement violente, il y a un arrêt de la vie psychique. On parle de gel psychique, c'est-à-dire que ce sont des parents qui vont nous dire « je ne sais pas quoi en dire, je ne sais rien en penser, je ne peux rien dire, je ne sais même pas si c'est réel, irréel, ce que je ressens, ce que je pense ». Alors, avec toute humilité, vous allez faire de la réanimation médicale, et nous, on va réanimer psychiquement, en tout cas, on va tenter de réanimer psychiquement la famille. C'est-à-dire qu'on va prêter notre appareil à penser, c'est-à-dire notre tête. C'est-à-dire, sous ECMO, je pense qu'on peut faire un parallèle, et on va prêter un cœur, on va prêter des poumons pour suppléer les fonctions vitales. Nous, on a des parents qui n'arrivent plus à penser, donc nous, on va prêter un petit peu notre psychisme aux parents pour les aider à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils vivent et sur la violence de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils ressentent. Parce qu'il faut savoir que dans un premier temps, ils ne vont pas savoir un petit peu ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, et après, ils oseront même pas le dire. On va le voir un petit peu, ça peut être extrêmement compliqué de dire ce qu'on peut penser, parce que les parents vont être traversés par plein de pensées dites folles, face à la situation qui est folle. Donc voilà un petit peu le premier travail au moment de l'annonce et pendant toute l'hospitalisation. Nous, on va essayer de remettre un petit peu de la vie, de la vitalité dans le psychisme des parents qui arrivent en arrêt eux aussi. Alors, ces parents, face à la violence et face à l'arrêt de leur vie psychique, ils vont mettre en place des mécanismes de défense et des stratégies d'adaptation. C'est-à-dire, à une situation violente, on va essayer de maintenir un certain équilibre, une certaine homéostasie. Dans la vie psychique, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ça fait violence, on est déséquilibré, l'angoisse arrive, il va falloir retrouver un équilibre. Donc, pour retrouver cet équilibre, on va mettre en place des mécanismes
de défense pour essayer un petit peu de tenir. Donc très souvent, on va être appelé à ce moment-là parce que les équipes vont trouver que les parents peuvent avoir des comportements un peu bizarres, non adaptés, étranges. Voilà, on tombe vite dans les bons parents, les mauvais parents. C'est surtout que avec la rapidité de la violence de l'annonce, on fait comme on peut. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des stratégies pour pouvoir tenir à cette idée folle de pouvoir perdre son enfant et à ce qu'on va vivre dans l'hospitalisation. Donc ça va être cette mère, il faut absolument que tu ailles voir cette mère parce qu'elle ne peut pas rentrer dans la chambre de son enfant. Elle reste sur le pas de la porte. On a une mère, elle est restée sur le pas de la porte dans la salle d'attente, elle n'a jamais pu rentrer. Il faut que tu ailles voir cette mère, elle n'arrête pas de passer, de faire des allers-retours comme ça dans le service. Ouais, elle liquide l'angoisse, physiquement, elle liquide l'angoisse. Cette mère, elle ne peut pas rentrer, on peut pas, voilà, elle n'est pas en mesure de le faire. Il faut toujours respecter ces mécanismes de défense, même quand ils nous semblent pathologiques, parce qu'ils ont une fonction pour maintenir un équilibre, une fonction pour tenir. Donc on ne peut pas aller faire tomber ces défenses qui sont nécessaires. Et d'ailleurs, on l'entend dans le service, ce parent qui nous semble pathologique au départ, ou en tout cas non adapté, au fur et à mesure, là, elle comprend mieux, elle est plus adaptée, elle est plus à l'écoute. Voilà, elle est juste en train un peu de se réanimer, de reprendre un peu un équilibre psychique et de pouvoir accompagner son enfant. Donc il ne faut jamais oublier que la temporalité médicale n'est jamais la même que la temporalité psychique. Nous, on est toujours derrière. C'est-à-dire que c'est toujours dans l'après-coup. Et puis, vous avez une temporalité qui va être une temporalité de l'urgence, et puis au fur et à mesure, ça va se stabiliser. Mais la temporalité psychique, elle n'est jamais collée. C'est-à-dire que c'est toujours dans l'après-coup, et puis ça va prendre plus de temps. Donc, voilà. Finalement, quand vous voyez de l'urgence, nous, on n'en voit pas. Enfin, en tout cas, psychiquement, j'entends. Donc, on est toujours un peu en décalage. C'est pour ça que souvent, on vous dit, oui, c'est pas qu'on ne veut pas aller voir les parents ou le patient, c'est que c'est pas le moment et que ce sera dans l'après-coup qu'on pourra un petit peu accompagner ses parents. Alors, la spécificité vraiment de l'ECMO, ça va être ce que vont vivre les parents aussi visuellement. C'est-à-dire qu'ils vont voir quoi? Un corps externalisé. C'est-à-dire il va y avoir des machines qui vont suppléer et ils vont avoir, la vision de ce corps externalisé de leur enfant. Ils rentrent dans une chambre dans laquelle ils sont déjà saturés psychiquement. Ils ont eu l'annonce, ils arrivent dans la chambre et là, ils sont déjà saturés psychiquement, ils vont être saturés visuellement. Visuellement, il y a un fond sonore qu'on n'entend presque plus quand on travaille en réanimation. Des images, il faut se souvenir, la première fois qu'on est rentré dans une chambre de réanimation, la vision qu'on peut avoir quand on voit toutes ces machines, ce qui clignote pas. Donc ils vont être saturés par tout ça, des odeurs quelquefois, donc il y a une saturation psychique, une saturation visuelle. Donc ils arrivent dans ce moment-là. Après, ils vont ressentir ce qu'on appelle une inquiétante étrangeté, c'est-à-dire qu'on peut ressentir quand quelque chose de familier, c'est-à-dire le corps de son enfant, qu'on a vu, qu'on a soigné, qu'on a touché, qui va devenir plus du tout familier, inconnu, on ne le reconnaît pas. Donc ils vont avoir cette vision de ce corps inconnu, qui devient altéré, qui devient déformé. Et là, ils vont avoir de la même manière des pensées presque insoutenables. C'est-à-dire comment, en tant que parent, on peut penser ou même s'autoriser à dire qu'on peut avoir peur du corps de son enfant, qu'on peut même être dégoûté du corps de son enfant. Et ça, il faut pouvoir le penser. Alors le penser, c'est une chose, mais il faut pouvoir aussi le dire. Et là, notre travail, ça va être de la même manière de trouver ça finalement assez banal, de pouvoir avoir de l'angoisse à la vue de banal, j'entends, c'est pas que vous êtes fou, c'est que évitablement ce corps peut faire peur, évitablement ce corps peut dégoûter, évitablement ce corps peut nous donner le vertige. Donc c'est tout ça où les parents, nous, on va être là dans l'accompagnement pour leur dire, voilà, nous, on peut écouter ça, parce que ça peut être aussi difficile d'entendre ça quand on est du côté du soignant et qu'on est quelque part actif
enfin pas quelque part, on est actif dans ce qu'on fait vivre au corps. Nous, on est en décalage. D'ailleurs, on est les rares à rentrer dans la chambre et à ne pas regarder les machines, à ne pas regarder voilà, si tout va bien. Moi, j'y comprends pas grand-chose et en fait, je tiens à garder cette naïveté pour pas justement avoir envie de regarder ou de trouver ça normal ou pas. Ben voilà, c'est pas mon problème. Hein. Enfin, en tout cas, oui, ça ne doit pas m'envahir. Donc moi, je ne m'occupe jamais de ça et on est les seuls. Et je crois que voilà, ça nous permet aussi d'être avec les parents d'une autre manière. Et si on arrive à les sortir de la chambre, c'est encore mieux, mais ce n'est pas toujours le cas. Les parents, ils vont avoir aussi une question qu'ils vont nous poser, c'est est-ce que ce corps qui est suppléé, il est animé ou il est inanimé? Est-ce qu'on peut parler d'un corps vivant ou d'un corps mort quand il est suppléé par toutes ces machines? Hein? Donc ces parents, ça c'est des questions qu'ils vont avoir, qu'ils vont se poser. Et une question, c'est la douleur. C'est-à-dire, moi, j'ai une pensée, voilà, j'ai envie que mon enfant survive naturellement, mais est-ce que ce qu'il subit, est-ce que ce qu'il vit, j'ai le droit, en fait, je suis autorisée à espérer qu'il survive au vu de ce que je vois qu'il vit dans son corps et de la douleur qu'ils imaginent et de la douleur qu'ils peuvent penser. Donc, ils sont pris un peu aussi, eux, dans des pensées paradoxales. Hein, voilà, je sais que mon enfant peut mourir. Est-ce que je dois toujours espérer parce que s'ils espèrent plus, ils sont pas là. Hein, on est toujours. Donc en fait, ils ont des pensées comme ça contradictoires en permanence. Donc il y a cette question de la douleur. Et après, la dernière chose un petit peu qu'on essaie de faire en tant que psy auprès des parents, c'est qu'on essaie de leur dire qu'ils sont et qu'ils restent les parents de leur enfant. Ben, ce n'est pas si simple pour eux. C'est-à-dire que dans la parentalité, il y a toute la dimension juridique, pratique et affective de la parentalité. Ils arrivent à un moment où même s'ils gardent l'autorité naturellement par rapport à leur enfant, eh ben, ils confient leur enfant aux équipes soignantes et ils disent, voilà, maintenant ce sont les médecins qui savent ce qui est bon pour mon enfant, les médecins qui vont faire ce qu'il faut pour mon enfant. Alors moi, quel parent je suis si finalement je ne peux plus savoir ce qui est bon, oui, être là pour lui, finalement, je ne sais rien. Parce que dans ces moments-là, surtout avec une technique aussi invasive, précise et difficile, et ben les parents, ils ne se sentent plus parents, ils peuvent se sentir vraiment disqualifiés et ils ont le sentiment d'avoir failli à certains endroits, c'est-à-dire le rôle protecteur. Quand je suis parent, je suis censée protéger mon enfant. Voilà, donc cette question-là, finalement, et ils se sentent dépossédés de leur enfant, de ce corps qui finalement leur paraît étranger, vertigineux. Ils se sentent dépossédés et surtout extrêmement impuissants. C'est-à-dire, la parentalité, elle s'exerce comment? Elle s'exerce dans les interactions. On n'est pas juste parent comme ça. On est parent parce qu'on va s'occuper de son enfant, parce qu'on va faire des soins, parce qu'on va faire des choses avec lui. Quand on est face à un corps immobile, qu'on peut à peine toucher parce qu'il y a plein de choses et qu'ils ont peur de toucher. Comment on reste parent quand on ne peut pas toucher son parent, quand on ne peut pas toucher son enfant, quand on ne peut pas faire des choses avec son enfant? Cette question-là, ils l'ont en permanence. Et nous, notre travail, c'est de requalifier ces parents, c'est-à-dire de toujours continuer à les penser comme les parents de cet enfant, quels que soient les soins qui sont prodigués, quelle que soit la situation. Parce qu'ils en éprouvent une blessure narcissique extrêmement forte. Et donc, nous, on va être là pour les requalifier et les regarder et continuer à les regarder en tant que parents, quoi qu'il arrive. Voilà. Merci. Alors, moi, je vais vous parler de l'adolescent. Donc, à l'adolescence, la mise sous ECMO arrive à un temps bien singulier du développement de l'individu. Donc c'est une expérience qui vient à un moment de transition. On n'est pas tout à fait un enfant, on n'est pas tout à fait un adulte. On est aussi dans une perception, dans un questionnement parfois de qui on est, comment on se construit. Ah oui, il faut que je... Donc, c'est vraiment, en effet, une procédure, l'ECMO, qui est très invasive, avec une question aussi de l'angoisse de mort pour les parents. Et donc, c'est
quelque chose qui vient impacter sur l'adolescent et sur sa famille. Donc, quelle place au vécu psychique lors du réveil en réanimation, sans souvenir, sans trace mnésique? Comment inscrire cette temporalité, cet événement dans la vie du sujet, dans son corps, dans son psychisme? Alors, il y a la perception de ce qu'il perçoit autour de lui, qui peut être extrêmement angoissante. Ce que je dirais tout à l'heure, mais l'effet miroir aussi, le regard où il perçoit dans le regard de ses parents l'effroi, l'inquiétante étrangeté, comme disait Amélie tout à l'heure, qui je suis. Et donc, nous, en tant que psychologues, on va être là aussi pour accompagner cet adolescent dans ce moment en réanimation, en tout cas ce début aussi de reconstruction peut-être, refaire du lien avec cette trace mnésique, le lien avec la trace mnésique et la trace sur le corps. Donc, comment lui permettre d'intégrer cette confrontation au réel de sa mort à un moment où, en effet, on est dans un élan de vie où on peut se croire presque immortel. Tout d'un coup, ça vient mettre un arrêt brutal dans un processus de vie. Donc, comment avancer avec cet événement qui est en plus très souvent impacté par le syndrome de sevrage, avec des sensations de dépersonnalisation, des sensations d'angoisse qui envahissent, sur parfois aussi des sujets qui peuvent avoir des troubles psychologiques déjà présents. Donc, comment accompagner ? Donc, le travail de la psychologue est crucial pour aider l'adolescent à exprimer ses émotions et à retrouver un sentiment de continuité, un sentiment de sécurité, tout en soutenant les parents. Et ce que vous disiez Amélie, et ce que vous disiez également, c'est que les parents, c'est vraiment un travail d'équipe, c'est leur redonner la place aussi, tout en leur donnant, les mettant à une juste place pour accompagner en effet l'adolescent, qui va se retrouver parfois, alors qu'il souhaiterait plutôt être dans une relation qui se distend un petit peu, se retrouver presque dans du nursing avec ses parents. Une confrontation aussi de son corps au regard des parents. Quelque chose qui, à l'adolescence, on souhaite plutôt protéger sous une forme de pudeur. Donc, la psychologue, associée aux équipes, va apporter au sujet un lieu contenant, facilitant la communication, permettant de retracer le fil des événements. Parfois, on va faire des entretiens avec le médecin, avec les soignants, pour redonner le déroulé de ce qui s'est passé pour lui. Parfois, les parents sont incapables de mettre en mots et on peut les accompagner ou le faire avec le médecin, réexpliquer, même parfois plusieurs fois, au patient ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement pour lui. Lui donner une temporalité, une trace mnésique, c'est vraiment important. Lui donner aussi un espace pour penser ses mots. L'accompagner aussi face à la perte d'un corps fantasmé, d'un corps idéalisé parfois. Être présent parfois pour des adolescents au moment où ils vont voir le membre qui va être amputé ou le membre nécrosé, lorsqu'ils demandent à avoir ce membre qui est impacté. Permettre en tout cas la mise en lien des traces corporelles qui peuvent parfois être indélébiles et la trace mnésique. Donc, on va évaluer l'état émotionnel antérieur de l'adolescent, ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on rencontre un sujet à un moment clé, mais on va pouvoir aussi questionner, notamment à travers les entretiens avec les parents, mais aussi avec lui, comment il était avant. Est-ce qu'il y avait des difficultés? Est-ce qu'il y avait des troubles de l'humeur? Pouvoir soutenir le patient face aussi peut-être à des débordements émotionnels, des débordements d'angoisse. Et donc,
permettre la verbalisation du sentiment d'inquiétante étrangeté, ce que disait Amélie, hein, c'est-à-dire qui je suis, est-ce que je suis encore moi, est-ce que je suis vraiment présent, face notamment au syndrome de sevrage, hein, ne plus être presque dans son corps, ce qui peut être parfois vu, notamment sur le plan psychologique ou psychiatrique, comme quelque chose qui représenterait presque un état psychotique. Donc, qui je suis-je encore moi? Et donc, on va l'accompagner face aux possibles modifications aussi du comportement et des positionnements des parents. Ce que je vous disais, hein, l'image qu'il voit dans le regard de ses parents, est-ce que je suis encore le même? Je vois qu'ils sont angoissés, qui veulent pleurer, mais ils sont forts devant moi. Mais du coup, et moi aussi, il faut que je sois fort devant eux. Donc, comment permettre aussi cette remise en mouvement psychique chez le parent, mais chez l'adolescent, et un espace qui est parfois aussi différent de l'espace des parents, c'est-à-dire avoir un temps où on peut demander aux parents de sortir, ce qui est parfois difficile hein, pour les parents de sortir de la chambre, mais pour lui permettre d'avoir ce temps où il peut parler, bah oui, j'ai eu peur de mourir, ou oui, je ne veux pas perdre mon membre, ou voilà, qu'il puisse en tout cas verbaliser son ressenti. Et puis on va accompagner aussi la remise en mouvement d'une famille, c'est-à-dire redonner une place à cet adolescent dans la famille et aussi dans la fratrie, c'est-à-dire quand c'est possible et quand les parents aussi en sont OK, et l'adolescent surtout, de pouvoir faire des visites fratries. C'est aussi très important pour nous de pouvoir les accompagner. Permettre en tout cas à la famille de se retrouver et de se projeter peut-être aussi sur un avenir. Et voilà. Donc, en tout cas, notre pratique, ça va être aussi d'évaluer les possibles manifestations d'un psychotrauma, proposer éventuellement un suivi à l'extérieur, orienter vers des psychologues à l'extérieur ou en CMP quand c'est possible. Et puis, ce qu'on aimerait développer dans le futur, c'est éventuellement un hôpital de jour post-réanimation afin d'accompagner les patients notamment face au PIX. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous deux. C'est là que je me dis qu'on manque vraiment de psychologues dédiés à notre service à Nantes. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'en ai eu. Ouais. Donc là on voit sur la finalité un peu d'essayer d'avoir un suivi. Est-ce que le travail de la psychologue, c'est d'ailleurs pas la partie la plus importante, c'est peut-être pas après l'ECMO justement, pour cet enfant qui a subi, alors là c'était un adolescent, mais de manière générale la famille et l'enfant qui va subir pendant le temps de l'hospitalisation un réel trauma, et pour pouvoir revenir à la maison, redormir correctement, remanger, ne pas avoir ces angoisses-là, c'est vraiment ce suivi qui commence, mais qui est peut-être le plus important après la réanimation. Pour les parents, je crois que c'est nécessaire pendant l'hospitalisation. Et aussi dans l'après-coup, c'est pas du tout le même travail. Enfin, c'est-à-dire que pendant le temps d'hospitalisation, comme je le disais tout à l'heure, on est dans un moment où on va essayer un petit peu de réanimer la vie psychique des parents, de maintenir quelque chose, un peu de les tenir debout, hein, de les tenir et d'être un peu vraiment à un moment où on peut les tenir et être présent pour eux. Et après, dans l'après-coup, c'est complètement... c'est autre chose, c'est un autre travail. Peu, en tout cas, de mon expérience, de parents dont l'enfant a été ECMO ont envie de revenir forcément à l'hôpital. Donc ils vont aussi, et ça peut être pas mal d'ailleurs, d'avoir aussi après un suivi dans l'après-coup à l'extérieur, parce que de la même manière, nous on fait quand même partie de l'équipe. Donc il y a des choses qui ne pourront pas non plus nous être dites, et qui pourront être dites à un intervenant extérieur. Vous faites partie de l'équipe, mais comme tu avais précisé, tu n'es pas dans la gestion des traitements, tu n'es pas dans la gestion entre guillemets, des aggravations, des dégradations, et tu n'es pas responsable de la maladie comme les médecins ou les infirmières peuvent l'être. Sur ce côté-là, je pense. Oui, mais pour les parents, on est quand même associés et assimilés à l'équipe. Enfin, on espère.
Ouais, de l'hôpital. On peut aussi faire peur quand parfois les parents disent oh là là, on nous envoie la psy, c'est que c'est grave, ou vous allez nous annoncer une mauvaise nouvelle. On n'est pas fou. Oui, on n'est pas fou. Enfin, je pense à un petit garçon justement qui m'a dit non, mais moi je suis pas fou, j'ai pas besoin. Donc voilà, on accompagne, on explique, on passe systématiquement voir les familles, même quand il n'y a pas de demande, hein, mais montrer qu'en effet on fait partie de l'équipe et que en effet on peut être aussi vu comme le mauvais objet. Mais voilà, pouvoir être là et parfois on peut être aussi juste là et parler de l'enfant avant l'hospitalisation, qui il était, qui étaient les parents, redonner ce qu'on disait, hein, réanimer les parents psychiquement et l'enfant. Je vais juste aller. Il y a une question là-bas. On aura le temps, je pense, pour une question, malheureusement. Et sinon, d'en parler après, entre nous. Pour revenir aussi sur le topo précédent, est-ce que, alors je ne sais pas si vous avez des adolescents qui sont en ECMO-vigile, j'avais deux questions en fait, votre accompagnement avec les fratries, est-ce que quand ils viennent, vous les voyez systématiquement, est-ce qu'il y a quelque chose d'organisé où ils viennent parce qu'ils viennent mais on les voit pas? Et ma deuxième question, c'est pour l'adolescent, on sait que plus que la fratrie, parfois les parents, il y a les amis qui sont importants. Et que ça, on a peut-être un peu de retard sur la venue des amis. Est-ce que vous en faites, enfin, vous les accompagnez? Est-ce que c'est autorisé qu'ils puissent venir si l'adolescent le demande? Alors, il n'y a pas de visite d'amis, ou de copains, il me semble. Par contre, moi, à mon sens, c'est important, en tout cas, qu'il y ait un accompagnement psychologique des fratries qui viennent, je trouve. Et même quand c'est des adolescents, parfois on me dit « Ah oui, mais il est grand ». Il est grand, mais il est aussi à un moment de vie et à une place bien particulière, à un moment où son frère et sa sœur risquent de décéder. Donc, moi, ça me semble indispensable qu'on ait 5 ans ou 14 ans d'être accompagné. Surtout que, je me souviens d'un monsieur qui dit à son fils devant la chambre, il dit « Non, mais... » qui s'effondre, qui pleure, il lui dit non, mais t'es un grand, ça va aller. Et que nous, on puisse leur donner cet espace où ils puissent dire oui, c'est dur, oui, je peux culpabiliser parce que mes parents sont pas là et je leur en veux, et puis mon frère, il prend toute la place. Donc, voilà, c'est vrai que moi, ça me semble important en tout cas. Les parents, ils n'ont pas souvent de demandes, ils ont moins de demandes, en tout cas de mon expérience, de visite fratrie quand l'enfant est en ECMO que quand l'enfant n'est pas en ECMO. Je pense que pour pouvoir accueillir une fratrie ou des amis, il faut déjà avoir un peu repris pied et puis pouvoir supporter déjà la vision de son propre enfant. Je me souviens d'un père qui semblait très adapté dans la chambre de sa fille et qui, au moment où il a souhaité que des amis viennent, la première chose qu'il a dite, c'est « Oui, mais je ne voudrais pas que les amis aient peur de ce qu'ils vont voir. » Donc il y a ça aussi, c'est-à-dire que faire venir aussi des amis, c'est voir la peur, l'effroi, tout ce dont on a parlé dans le regard des amis. Et ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que d'éprouver ça pour son enfant, c'est une chose. De le voir dans le regard d'autrui, c'est encore autre chose. Donc je crois que pour vraiment valider des visites, il faut déjà, de mon point de vue, que les parents aient un peu repris pied, qu'ils soient en mesure d'accompagner la fratrie. C'est-à-dire que très souvent, il y a des parents qui très vite veulent que les frères, les sœurs viennent. Qu'ils embrassent l'enfant hospitalisé. Oui, en tout cas qu'ils viennent, alors qu'eux, ils n'ont même pas encore repris leur équilibre. Et c'est compliqué d'accompagner leurs enfants. Donc je pense qu'il y a quand même, il faut s'entretenir. Nous, on le fait toujours, s'entretenir avec les parents, savoir pourquoi ils souhaitent que la visite se fasse. Est-ce que c'est une demande des enfants ou c'est une demande parentale? Et on les rencontre en première intention et après on les accompagne dans le service et après on laisse la famille. Et on propose souvent, si besoin était, de les revoir si besoin. En tout cas, merci à vous deux. Merci à vous.